Bienvenue à ce nouveau point presse du ministère des Armées. Je commencerai par les actualités du ministère des Armées. Nous passerons ensuite au focus thématique qui portera cette semaine sur la mission Pégase 2024. Et à ce titre, nous accueillons aujourd'hui le général de division aérienne Guillaume Thomas, commandant de la brigade aérienne des opérations. Il vous présentera le retour d'expérience de l'édition 2024 de cette mission de grande ampleur. Et ensuite, le colonel Guillaume Vernet, porte-parole de l'état-major des armées, fera un point sur les opérations militaires françaises. Et en bonus, cette semaine, l'armée de terre vous dévoilera sa nouvelle campagne de recrutement qui débute aujourd'hui. Le général Goujon, sous-directeur du pôle recrutement de la direction des ressources humaines de l'armée de terre, est avec nous pour répondre à vos questions. Je commence donc les actualités avec le bilan exceptionnel de l'armée de champions lors des Jeux paralympiques 2024. 28 sportifs de haut niveau de la défense ont porté haut les couleurs de la France lors de ces Jeux paralympiques. Pendant 10 jours de compétition, l'armée de champions a décroché 25 médailles sur les 75 obtenues par la délégation française. Dans le détail, 6 médailles en or, 5 en argent et 14 en bronze. Ce palmarès est remarquable et je vous propose de regarder une petite vidéo. J'ai intégré le bataillon de Joinville en septembre 2019 et depuis j'ai un soutien infaillible de leur part. Je suis arrivé dans le cyclisme un peu par ma pathologie parce que j'ai un pied beau et en fait on m'a fortement déconseillé tous les sports d'appui ou de sport collectif et en fait ma mère qui pratiquait le vélo m'a amené à ce sport et c'est très vite devenu ma passion parce que c'était un sport où je pouvais m'exprimer pleinement. Alors je suis rentré à l'armée en 2020, je suis agent sous contrat, je suis civil de la défense et donc depuis 2020 je suis membre du bataillon de Joinville et j'espère encore pour très longtemps. Merci au bataillon de Joinville pour leur soutien, parce que franchement c'est hyper important pour nous en tant que sportifs paralympiques d'être soutenus, ça nous donne beaucoup de sérénité et cette médaille elle est aussi pour vous. On nous l'avait dit avant le début de ces Jeux paralympiques qu'on allait vivre quelque chose d'extraordinaire, mais honnêtement je pensais pas que ça allait être aussi fort. Donc voilà, c'était juste exceptionnel, surtout la piste au Vélodrome à Saint-Quentin-en-Yvelines. Il y avait une ambiance de dingue, donc voilà, hyper content d'avoir vécu ces Jeux à la maison et hyper fier de repartir avec une médaille. Les Jeux c'était incroyable, à la maison, à Paris, avec toute la famille et tout ce public. Enfin, c'était au Grand Palais, il y avait 5000 personnes tous les jours et 5000 personnes qui étaient convaincues et attachées à notre cause, la victoire, et donc c'était juste un moment génial. Et on porte haut et fort les couleurs de la France et la France militaire et on pense très fort aussi à nos frères d'armes qui sont dans des situations difficiles en ce moment même. Donc un grand bravo à eux. Ce succès démontre l'engagement du ministère des Armées dans l'accompagnement des athlètes et des militaires blessés via la reconstruction par le sport. Vous pourrez justement les retrouver ce samedi, puisque le ministre des Armées et le général de brigade Paul Sanzé, commissaire interarmé au sport militaire, accueilleront les sportifs de haut niveau de la défense à l'hôtel de Brienne pour les féliciter. Cet événement sera ouvert à la presse et si vous souhaitez y participer, y assister, n'hésitez pas à vous rapprocher du centre média pour vous accréditer. Je continue la présentation des actualités avec un événement qui se tiendra au 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau le jeudi 19 septembre. Le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Pierre Schill, présidera une cérémonie en l'honneur du 70e anniversaire de l'aviation légère de l'armée de terre, l'ALAT. Créée en 1954, l'ALAT est l'héritière de l'aviation légère d'observation de l'artillerie, une arme de l'initiative, de l'urgence et de la surprise. Elle agit dans la profondeur du dispositif adverse en s'affranchissant des obstacles terrestres, à l'image de sa devise de la terre par le ciel. L'ALAT est déployée sur tous les théâtres de conflits majeurs et sa rapidité d'exécution, son agilité et sa fulgurance sont essentielles à la manœuvre aéroterrestre. L'ALAT peut également être déployée sur le territoire national en appui des forces de sécurité intérieure pour des missions de secours aux populations, d'appui à la sécurité civile et de lutte contre le terrorisme.
Pour le 70e anniversaire de cette arme, les médias sont conviés à partir de 9 h au 5e régiment d'hélicoptères de combat pour assister à une journée qui sera rythmée par plusieurs événements, avec notamment un colloque sur la guerre de haute intensité et les futurs systèmes d'armes, ainsi que plusieurs démonstrations dynamiques. Le 70e anniversaire de la LAT mettra à l'honneur les progrès réalisés ces dernières années en matière de modernisation des appareils, de réorganisation interne et d'adaptation opérationnelle, afin de renforcer sa puissance et son efficacité. Si vous souhaitez y assister, je vous encourage à vous rapprocher du CIRPATER. Je poursuis avec un événement majeur pour l'armée de l'air et de l'espace. Lundi prochain, le 16 septembre, le général d'armée aérienne Jérôme Bélanger prendra ses fonctions de chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, succédant ainsi au général d'armée Stéphane Mille, et une prise d'armes aura lieu sur la base aérienne 107 de Villacoublay en présence des autorités militaires et civiles. Le lendemain, le 17 septembre, le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace effectuera sa première visite officielle au commandement de l'espace à Toulouse, qui a célébré ses 5 ans ce 3 septembre. 5 ans après la publication de la stratégie spatiale de défense, la visite du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace confirme le positionnement du CDE en tant qu'acteur incontournable de la politique spatiale militaire. Et cette stratégie s'est déjà concrétisée dans de nombreux domaines, des manœuvres interarmées et interalliées, de la conduite d'opérations spatiales militaires ou de développement de partenariats bilatéraux. Toujours dans le domaine spatial, les 17 et 18 septembre, le ministère des Armées participera au Space Defense and Security Summit. Organisé en marge de la World Space Business Week, ce sommet associera plusieurs entités du ministère, dont le commandement de l'espace, la Direction générale des relations internationales et de la stratégie, la Direction générale de l'armement et l'Agence de l'innovation défense. Ces entités participeront à des tables rondes et à des conférences de haut niveau. Les principaux acteurs internationaux du domaine spatial militaire se réuniront donc à Paris, et c'est une première. Lors de ce sommet, plusieurs projets en faveur de l'innovation spatiale seront annoncés. Si vous souhaitez y participer, je vous invite à vous accréditer directement sur le site du Space Defense Security Summit. Je passe maintenant au domaine capacitaire. Demain, le capitaine de frégate Sébastien Fajon prendra officiellement le commandement du bâtiment ravitailleur de force Jacques Stoskopf, mis à l'eau le 19 août à Saint-Nazaire. Ce bâtiment est le deuxième de série du programme d'armement flotte logistique. Ce nouveau BRF témoigne de la montée en puissance capacitaire de la Marine nationale, et il permet à la Marine de conduire des opérations dans la durée, loin du territoire national, et le BRF participe ainsi au renforcement de notre autonomie stratégique. Les BRF permettent notamment d'appuyer le groupe aéronaval en haute mer et concourent à la sûreté de la composante océanique de la dissuasion en soutenant les frégates à capacité anti-sous-marine. Ils assurent en particulier le ravitaillement en carburant, en vivres, munitions ou pièces détachées des forces déployées. Je continue avec une nouvelle avancée pour les flottilles de réserve côtière. Mardi prochain, le 17 septembre, aura lieu la prise de commandement de la flottille de réserve côtière atlantique. À cette occasion, le vice-amiral Jean-François Queyrat, préfet maritime de l'Atlantique, fera reconnaître le capitaine de vaisseau de réserve, Bruno Sassia, comme tout premier commandement de la flottille de réserve côtière atlantique. Cet événement témoigne de la montée en puissance de la réserve marine, qui a pour objectif de recruter près de 3000 réservistes d'ici 2030. Rappelons que les flottilles de réserve côtière seront à terme présentes sur les 3 façades maritimes de l'Hexagone, et leurs missions sont d'assurer la présence et la surveillance des zones littorales proches et de constituer un réservoir de force pouvant appuyer la marine d'active. Cette cérémonie se tiendra à Brest, dans la cour d'honneur de la préfecture maritime de l'Atlantique, à compter de 14h30, et un point presse sera organisé à l'issue. Vous pouvez vous rapprocher du CIRPA Marine si vous souhaitez plus d'informations. Je conclus les actualités avec un exercice de préparation opérationnelle. À partir de lundi et jusqu'au 4 octobre, l'armée de l'air et de l'espace participera à un entraînement interallié intitulé Tactical Leadership Programme à Albacete, en Espagne. Près de 120 aviateurs seront
engagés aux côtés de leurs homologues américains, belges, danois, espagnols, roumains et turcs. Dans le cadre de cet exercice, l'armée de l'air et de l'espace déploiera 4 Mirage 2005, 5 Mirage 2000D et 2 systèmes Arpège qui sont des simulateurs de menaces solaires. En générant une onde électromagnétique qui menace l'aéronef, Arpège entraîne l'équipage à des manœuvres d'évitement, de leurrage ou de brouillage. L'objectif de cet exercice est de consolider les compétences tactiques des chefs de mission et de renforcer l'interopérabilité des pays alliés. Du 26 juin jusqu'au 15 août, l'armée de l'air et de l'espace a démontré sa capacité de projection lors de la mission Pégase 2024. Et après une première projection en Asie du Sud en 2018, les missions Pégase 2022 et 2023 en Indo-Pacifique ont aguerri les aviateurs au déploiement d'un dispositif aérien de haute intensité pour opérer vite et loin. La mission Pégase 2024 illustre la stratégie française dans la région Indo-Pacifique visant à garantir la protection des espaces souverains et la liberté de circulation dans les espaces communs, promouvoir le droit international et renforcer la stabilité régionale. Pendant 7 semaines, plus de 500 aviateurs ont parcouru le tour du monde en ralliant 13 pays dans le cadre de cette mission. Pégase revêt une dimension multinationale et interalliée qui s'est illustrée sur le plan de la préparation opérationnelle lors de 3 exercices majeurs. L'exercice Arctic Defender en Alaska, ensuite l'exercice Pitch Black organisé par la Royal Australian Air Force, enfin l'exercice Tarang Sakti organisé par l'Indian Air Force. La mission Pégase 2024 a également permis aux pays impliqués dans le système de combat aérien du futur SCAF, Allemagne, Espagne et France, de démontrer leur haut niveau d'interopérabilité. Ces nations ont assuré l'ensemble de la mission avec des équipements uniquement européens, en valorisant ainsi les industries aéronautiques européennes. Je n'en dis pas plus et je laisse la parole au général Thomas. Merci Madame la Directrice. Cette synthèse était très précise et reflète bien cette mission Pégase 2024 que j'ai eu l'honneur et la fierté de commander cet été. Je crois qu'on commence par un petit clip vidéo. Bien. Écoutez, je vais maintenant rentrer un petit peu plus dans le détail de cette mission. Donc, j'étais chef de cette mission Pégase 2024, mission qui était placée sous le commandement opérationnel du chef d'état-major des armées, qui en avait confié le contrôle opérationnel au commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, et à son chef, le général de corps aérien Laurent Rateau. Et j'ai exercé pour ma part le commandement tactique déployé sur le terrain de cette mission. Alors, Pégase, qu'est-ce que c'est que la mission Pégase? C'est tout d'abord la projection de dispositifs aériens d'envergure en Asie du Sud-Est.
La projection d'un tel dispositif, elle nous permet de répondre à différents objectifs. Tout d'abord, des objectifs de souveraineté en tant que nation de la zone Indo-Pacifique. Elle nous permet de montrer que nous sommes en capacité de protéger nos intérêts et d'appuyer nos forces de souveraineté notamment. Et elle s'inscrit totalement dans la stratégie de défense française en Indo-Pacifique. Objectif également de préparation opérationnelle, vous l'avez vu à travers ce clip, avec la participation à des exercices de très haute intensité, je dirais, qui nous permettent d'amener au meilleur niveau l'ensemble de nos équipages. Enfin, des objectifs également de diplomatie aérienne à travers l'ensemble des interactions que nous avons pu avoir avec de nombreux pays, qui nous permettent de renforcer notre interopérabilité, renforcer notre coopération et travailler ensemble sur des sujets d'intérêt commun. Slide suivante. Pégase, comme vous l'avez souligné, Madame la Directrice, a commencé, ces projections dans la zone Indo-Pacifique ont commencé en 2018, c'était la première édition. 2020, crise Covid oblige, il n'y a pas eu de mission. En revanche, 2021, 22, 23, nous avons eu des éditions avec chacune des caractéristiques bien particulières et des thématiques. 2021, c'était plutôt axé sur la réactivité, notre capacité à nous projeter jusqu'en Polynésie en moins de 40 heures avec un dispositif de Rafale. Pégase 2022, c'était également la rapidité avec des exercices interarmés jusqu'en Nouvelle-Calédonie. L'année dernière, nous étions plus focalisés sur la masse. Nous avons une dizaine de Rafales qui ont été déployés jusqu'à Guam pour travailler avec notre partenaire américain. Suivante, s'il vous plaît. Les caractéristiques de cette mission Pégase 2024 par rapport aux précédentes, s'il fallait en retirer quelques éléments essentiels. Tout d'abord, ce qui était complètement différent par rapport aux éditions précédentes, c'était la nature interalliée, la coopération européenne de ce déploiement. Déploiement qui avait deux volets sur lesquels je reviendrai. Un volet avec nos camarades allemands et espagnols, et le deuxième volet avec nos alliés britanniques. La durée également, qui était beaucoup plus longue que les éditions précédentes, puisque nous nous sommes déployés du 26 juin au 15 août, soit environ un peu plus de 7 semaines. Et également, je dirais, la couverture globale de cette mission, qui a eu des interactions sur les 5 continents. Suivante. Oui, vous avez ici sur ces deux cartes l'économie générale de cette mission, de cette édition 2024 de Pégase. 13 pays visités, 50 jours de déploiement, plus de 90 000 kilomètres parcourus, un volume environ de 500 aviateurs mobilisés, avec un dispositif qui reposait sur le triptyque qui nous permet de réaliser ces missions depuis 2018. Triptyque Rafale, MRTT et A400M. Ce sont vraiment ces outils qui nous permettent de nous projeter désormais vite et loin. À signaler également que cet engagement de l'armée de l'air et de l'espace, cet été, il s'est tenu pendant que nous assurions également nos autres engagements, et notamment la sécurisation des Jeux olympiques et paralympiques, et tous nos autres engagements opérationnels. Donc c'était un investissement conséquent pour l'armée de l'air et de l'espace, mais je pense que dans le jeu en valait la chandelle. Je vous montrerai un petit peu par la suite les objectifs que nous avons atteints. Donc deux boucles pour rejoindre ensemble l'Australie. Une première boucle qui est partie le 26 juin avec la communauté SCAF, allemand et nos alliés allemands et espagnols. On est parti d'Europe et on a rejoint l'Alaska aux États-Unis après une première escale technique au Canada. Et ensuite, après l'exercice Arctic Defender d'une durée de 3 semaines à Alaska, sur lequel je reviendrai un petit peu plus en détail, nous avons rejoint l'Australie avec une escale au préalable au Japon. C'était la première fois que des avions de chasse français évoluaient dans le Pacifique Nord, notamment entre l'Alaska et le Japon, qui est une zone assez difficile d'un point de vue aéronautique en raison de ces conditions météorologiques, de l'isolement de cette zone.
et ce qui nous a permis, notamment avec nos amis, nos alliés allemands et espagnols, de travailler ensemble et par exemple d'utiliser l'A400M dans une version Search and Rescue qui nous permettait d'aller porter assistance à un équipage si jamais il avait été confronté à une éjection, ce qui heureusement n'a pas été le cas. La deuxième projection européenne de cette édition 2024 de Pégase, elle s'est réalisée avec nos alliés britanniques dans un cadre CJEF, la Combined Joint Expeditionary Force. Nous sommes partis le 6 juillet de Istres pour rejoindre Pitch Black après 2 étapes aux Émirats Arabes Unis. Nous avons pu bénéficier de l'appui de la base aérienne 104 et une étape à Singapour, où là aussi nous avons pu bénéficier de l'appui de notre partenaire singapourien, qui est un partenaire important pour nous. Ça, c'était la phase de projection aller. Concernant la projection au retour, là aussi, il y a eu 2 phases. Une projection nationale, avec des escales valorisées en Indonésie, aux Philippines, au Qatar et en Égypte, où nous avons participé à l'exercice Amoun avec nos camarades égyptiens. Et la dernière phase du retour, toujours dans le cadre Pacific Skies avec nos alliés allemands et espagnols, une escale en Malaisie, une arrivée en Inde pour participer à l'exercice Tarang Shakti et un retour en métropole pour notre part le 15 août, avec également une projection vers la Réunion que nous avons pu effectuer pendant cette période, j'y reviendrai. Donc voilà l'économie générale de cette édition qui était complexe, qui était ambitieuse, mais dont tous les objectifs ont été atteints. Suivante. Concernant la coopération aérienne, la coopération européenne, pardon, c'était dans le cadre de ce qu'on a appelé l'exercice, le déploiement Pacific Skies avec nos alliés allemands et espagnols. C'était la communauté du système de combat aérien du futur. Nous a permis de nous rapprocher à la fois dans la partie planification et bien sûr dans la partie conduite de cette projection. Nous avons fait ensemble un tour du monde en 50 jours, ce qui était quelque chose d'unique. C'est la première fois qu'on réalisait un tour du monde dans une coopération européenne de ce type, avec des pays que j'évoquais qui n'avaient jamais été visités au préalable, ou des zones dans lesquelles nous n'avions pas l'habitude d'évoluer. Nous avons travaillé de façon vraiment imbriquée, très, très intégrée. J'en veux pour preuve le transit, par exemple, entre le Canada et l'Alaska, où tout le dispositif de chasseurs et de ravitailleurs MRTT était complètement mixé. Vous aviez un ravitailleur de l'unité multinationale MMU qui ravitaillait, qui avait dans son box, dans sa cellule, à la fois des Typhoons allemands, espagnols et des Rafales français. Nous avons participé avec nos camarades donc aux exercices, à 3 exercices majeurs, Arctic Defender en Alaska, Pitch Black en Australie, et Tarang Shakti en Inde. Nous avons pu réaliser de la maintenance croisée. L'avantage que nous avons à travailler ensemble, c'est déjà que nous disposons de matériel commun, en particulier la 400M ou les MRTT. Nous avons pu faire de la maintenance croisée sur les A400M avec des mécaniciens allemands qui intervenaient sur des A400M français et inversement échanger des pièces si c'était nécessaire. Donc je dirais une projection tripartite qui a parfaitement répondu à nos attentes et à nos objectifs. S'agissant de la projection avec nos camarades britanniques, elle permettait de célébrer les 120 ans de l'entente cordiale. C'était une projection de puissance aérienne qui visait à opérationnaliser, à rendre plus concrète la Combined Joint Expeditionary Force. C'est ce que nous avons réalisé, donc, comme je vous l'ai dit, entre le 6 juillet et le 10 juillet, en projetant un dispositif de 3 Rafales, 6 Typhoons, 3 MRTT et 4 A400M, depuis la France jusqu'en Australie. Au-delà de ces moyens, nous avions également un commandement et un contrôle des opérations communs qui avait été mis en place sur la base aérienne de Lyon-Montverdun au sein de notre centre air de planification et de conduite des opérations. Donc il y a un commandement commun de cette projection franco-britannique qui a permis d'atteindre l'Australie le 10 juillet pour débuter l'exercice Pitch Black. Suivante.
Concernant la préparation opérationnelle, donc la thématique était vraiment orientée sur la haute intensité. Et l'exercice Arctic Defender que nous avons réalisé en Alaska en a été une traduction vraiment concrète. Nous avons pu bénéficier d'une zone d'entraînement exceptionnelle en Alaska. Hein. C'est la zone d'évolution où se déroulent les exercices Red Flag, par exemple. Red Flag Alaska, c'est une zone qui appartient bien entendu à notre allié américain, qui a participé également avec des moyens à cet exercice. Les Canadiens ont participé, et bien sûr l'Allemagne, l'Espagne et la France. En tout, environ 90 à 100 aéronefs de tout type ont participé, des F-35, des F-22 côté américain, F-18, même du B-52. Pour notre part, c'était le Rafale dans sa dernière version, le Rafale 4.1, ce qui nous a permis de, je dirais, finaliser les dernières expérimentations sur cet appareil. Dans des conditions d'entraînement extrêmement réalistes, à la fois pour la zone, hein, je reviendrai tout à l'heure avec une carte pour illustrer un petit peu la taille de cette zone, avec qui est sans commune mesure à ce qu'on peut effectuer en France, la zone, mais aussi des systèmes simulés ou réels solaires extrêmement réalistes. Donc on était vraiment dans des conditions très réalistes, très proches de la haute intensité, qui nous ont permis de qualifier nos équipages. On a effectué près de 70 sorties avec nos Rafales, une dizaine avec un peu plus même avec la 400M, qui a évolué vraiment sur tout le spectre de ses missions, de ses capacités tactiques, avec une vraie polyvalence. Il a pu ravitailler des chasseurs en vol. Il a pu se poser également sur des terrains sommaires en Alaska, effectuer de l'aérolargage de parachutistes, être intégré dans ce qu'on appelle les COMAO, donc vraiment une large panel d'utilisation de la 400M. Également le MRTT, qui était engagé dans l'exercice, lui a pu ravitailler la majorité, la totalité des aéronefs qui participaient, et en particulier le F-22, qui est un avion de dernière génération américain. Suivante. Vous voyez, pour illustrer, vous avez le quart sud-ouest de la France en rouge. Vous avez délimité, à titre de comparaison, ça c'est la taille du range de Red Flag Alaska, dont nous bénéficions pour Arctic Defender. En bleu, c'est la zone, la TSA 43, dans laquelle nous évoluons pour nos exercices nationaux. Vous voyez, qui est beaucoup plus petite que la zone sur laquelle nous avons évolué cet été. Autre avantage de cette zone en Alaska, elle est pratiquement elle est vierge de toute habitation, donc il y a la possibilité d'évoluer de façon, je dirais, sans contrainte dans des modes supersoniques ou à très très basse altitude. Donc c'était vraiment une vraie plus-value pour nos équipages. Vous avez également la photo de la 400M qui décolle du terrain sommaire que j'évoquais tout à l'heure. Donc un exercice qui a été vraiment d'excellent niveau, qui nous a permis de remplir tous nos objectifs et vraiment, comme je le disais, d'être au rendez-vous de la haute intensité pour nos équipages. Slide suivante. L'exercice Pitch Black, lui, en Australie, était un petit peu différent. Là aussi, un exercice pour lequel nous avons pu bénéficier d'une zone d'entraînement exceptionnelle. Je reviendrai également avec une carte sur cette zone. Beaucoup plus de nations participantes, pratiquement l'ensemble des nations de l'Asie du Sud-Est. Hein. Vous avez les drapeaux de tous ces pays qui étaient présents, 20 nations présentes, 140 aéronefs et plus de 4000 participants au niveau des personnels. Donc c'était vraiment un exercice qui nous a permis de travailler avec de nombreux partenaires, des missions là aussi qui engageaient jusqu'à 80 aéronefs en même temps sur des zones très larges. Là aussi, nous avons pu effectuer de la maintenance sur croisée, en particulier avec nos homologues australiens qui disposent également du MRTT. Et nous avons pu effectuer de la maintenance à la fois sur nos techniciens sur les A330 australiens et inversement les techniciens australiens sur nos
Sur nos MRTT, nous avons pu échanger sur les bonnes pratiques. Nos aéronefs étaient basés sur, ensemble, les MRTT sur la base d'Amberley, plutôt sur la côte est de l'Australie, là où tous les avions de chasse, eux, étaient situés à Darwin, dans le nord de l'Australie. Slide suivante. Nous avons pu également, voyez, vous avez sur la droite la carte de la France et symboliser le range d'évolution de l'exercice Pitch Black. C'est pratiquement presque la totalité du territoire français qui nous était offert pour évoluer, ce qui est assez remarquable. Et ce qui permettait d'avoir là aussi des engagements très réalistes avec des volumes d'aéronefs très, très importants. À signaler également que notre MRTT, outre la maintenance croisée que j'évoquais, a pu ravitailler le MRTT australien, ce qui était là aussi une première. Et nous avons évolué avec nos partenaires traditionnels, je dirais, américains, australiens, britanniques, européens. Il y avait un très fort contingent européen sur cet exercice Pitch Black, puisque nous avions aussi les Italiens qui étaient présents en nombre. Mais aussi avec tous nos partenaires d'Asie du Sud-Est, puisque les Indiens étaient présents, Singapour, Indonésie, Philippines, jusqu'à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui était aussi un participant à cet exercice. Donc très intéressant pour nous, là aussi tourné vers la haute intensité, avec une dimension multilatérale beaucoup plus forte. Suivante. Dernier exercice, je dirais, de haute intensité dans un cadre multilatéral, c'est l'exercice Tarang Shakti en Inde, sur la base aérienne de Soulur, située dans le sud de l'Inde, qui a engagé l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Inde, bien entendu, et la France. Donc ça, c'était plutôt sur la fin de la projection Pégase, du 7 au 12 août. C'était le premier exercice multinational organisé par l'Inde depuis 1961. Donc il y avait une vraie volonté indienne d'être au rendez-vous, et on a pu là aussi bénéficier d'excellentes conditions de travail et d'évoluer avec des aéronefs avec lesquels nous n'avons pas forcément l'habitude de travailler. Là, vous avez l'illustration d'un Sukhoi 30 indien qui est ravitaillé par un MRTT français, mais nous avons également pu travailler avec le Tejas indien. C'est un avion de fabrication locale. Donc très important pour nous. L'Inde, c'est un partenaire stratégique, c'est un partenaire avec qui nous avons l'habitude de travailler en bilatéral, notamment avec les exercices Garuda, où ils viennent également en France pour participer à l'exercice Volfa par exemple. Mais là, c'est la première fois qu'on était vraiment sur un exercice multilatéral avec le partenaire indien. En termes de diplomatie aérienne que j'évoquais en début de mon propos, différents objectifs ont été remplis avec l'ensemble des pays que nous avons pu côtoyer. Alors, c'est pas exhaustif, hein, tout est on a travaillé l'interopérabilité, bien sûr, avec l'Indonésie, qui est un partenaire important, puisqu'il va acquérir, il a acquis et il va posséder bientôt, en 2026, du Rafale. Ils vont également avoir de la 400M, du MRTT. Donc, c'est un partenaire important pour nous, un point d'appui important. Également avec le Qatar et l'Égypte, qui sont des nations qui possèdent du Rafale, avec qui nous avons pu travailler, et travailler également l'interopérabilité. J'évoquais tout à l'heure avec l'Australie l'interopérabilité concernant le MRTT. Nous avons développé des coopérations, nous avons travaillé avec des partenaires avec lesquels nous n'avions pas forcément l'habitude de travailler. Je pense notamment aux Philippines. C'est la première fois que nous avons projeté aux Philippines des avions de chasse, donc en l'occurrence nos Rafales avec un MRTT et un A400M. Nous avons pu travailler, développer la coopération et jeter les bases d'une coopération un peu plus régulière avec le partenaire philippin. Et ça s'inscrivait dans la continuité de la visite qu'avait effectuée le ministre, monsieur Lecornu, aux Philippines. Nous avons également déployé, cette fois avec nos camarades allemands et espagnols, un A400M en Nouvelle-Zélande, qui nous a permis là aussi d'échanger avec ce partenaire qui est important et qui a beaucoup d'attentes sur la coopération avec la France.
Cette mission Pégase, elle a permis de consolider nos points d'appui, hein, je l'ai évoqué, que ce soit à la fois les Émirats arabes unis, Singapour ou la Malaisie. Ce sont des points d'appui qui sont pour nous importants, qui nous permettent de nous projeter vite et loin et d'être particulièrement réactifs et de nous adapter le cas échéant. Bien sûr, nous avons continué à travailler avec nos partenaires historiques dans la région, et en premier lieu les États-Unis, le Canada également, et l'Inde que j'évoquais tout à l'heure. Donc, au-delà de l'aspect technique des missions, de l'entraînement, de la coopération bilatérale, ça a permis de développer beaucoup d'échanges, de faire beaucoup d'entretiens avec nos partenaires et de démontrer que la France était un partenaire militaire fiable et crédible vis-à-vis de nos partenaires. Et je peux vous assurer qu'il y a vraiment une attente de la part de l'ensemble de ces partenaires vis-à-vis des armées françaises. En termes de souveraineté, j'évoquerai les étapes que nous avons effectuées auprès de nos territoires et départements d'outre-mer. En premier lieu, Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est la première fois que la mission Pégase se posait, donc à travers la projection vers l'ouest sur ce territoire français. C'est un A400M qui s'est posé là-bas et qui a permis donc d'effectuer de nombreuses interactions avec la population locale, avec les autorités locales, et qui a permis de montrer que en fait, la métropole n'était pas si loin que ça, parce qu'un A400M, en quelques heures, vous êtes rapidement à Saint-Pierre-et-Miquelon et vous pouvez apporter un appui le cas échéant. Nous avons travaillé également avec les forces armées en Nouvelle-Calédonie, en déployant un de nos A400M là-bas, qui a permis d'appuyer la mobilité des forces sur place. Nous avons déployé un dispositif Rafale, A400M et MRTT jusqu'à La Réunion. Là aussi, c'était la première fois que nous faisions escale dans le cadre de la mission Pégase sur l'île de La Réunion, ce qui nous a permis de faire des exercices interarmés, notamment des aérolargages, ce qui nous a permis également d'affirmer notre souveraineté sur notre territoire, montrer que nous étions en capacité de protéger nos intérêts le cas échéant et de nous déployer jusqu'à La Réunion si nécessaire. Et tout cela en étroite concertation avec, bien sûr, les forces armées de la zone sud de l'océan Indien, les FASOI. Donc, en conclusion, je dirais que la mission Pégase 2024, elle a parfaitement atteint ses objectifs. Hein. Elle a montré que nos capacités de projection vite et loin dans la zone Indo-Pacifique étaient éprouvées, que c'était une réalité. Et, elle a montré, comme je l'évoquais tout à l'heure, la fiabilité et la crédibilité de notre outil militaire vis-à-vis de nos partenaires. Elle a permis de montrer que la coopération européenne était là aussi une réalité dans la projection de moyens et de forces, hein, puisque nous avons su, avec ces deux boucles différentes, nous déployer avec des partenaires différents jusque dans la zone Indo-Pacifique, ce qui était une première. Et enfin, elle a permis, ce qui était aussi un objectif important, d'entraîner nos aviateurs, l'ensemble de nos équipages, à des missions de haute intensité. Donc je dirais que, de mon point de vue de chef de mission, l'ensemble des objectifs de cette mission étaient atteints, et je suis désormais prêt à répondre à vos questions. Merci, bonjour mon général, Romain Mialcarec, indépendant. Deux questions qui me viennent de mon expérience sur la première mission de Pégase que j'avais couverte. La première, est-ce que la question s'est posée ou a été étudiée de passer au Vietnam ou de travailler avec les Vietnamiens, ce qui avait été le cas à l'époque? Et deuxième question, un des grands enjeux à ce moment-là, c'est la question de la liberté de circulation sur l'espace aérien. Comment ce sujet a été abordé sur cette mission-là? Merci. Alors sur la première phase, non, nous n'avions pas prévu, nous n'avons pas étudié le déploiement au Vietnam. Il a fallu faire des choix, hein. Comme vous avez pu le constater, la mission était déjà suffisamment ambitieuse avec 13 pays visités. Donc il a fallu faire certains choix, et cette édition-là n'envisageait pas de se rendre au Vietnam. Peut-être que dans le futur, ce sera une autre réalité, parce que le Vietnam est effectivement un partenaire stratégique de la France dans cette région. S'agissant de la liberté de navigation, oui, c'est quelque chose que nous voulions montrer et démontrer à travers cette mission, que nous sommes capables de
d'évoluer librement dans les espaces aériens internationaux. C'est ce que nous avons fait avec les différents transits que nous avons pu effectuer dans le Pacifique, que ce soit dans le Pacifique Nord, que ce soit dans le Pacifique Sud, notamment en mer de Chine, avec les transits entre l'Indonésie et les Philippines, par exemple. Pierre-Julien, indépendant. D'abord, félicitations pour la troisième. Je n'avais pas vu sur le coup là, tout à l'heure. J'ai plusieurs questions. Tu parlais tout à l'heure, justement, une confrère parlait de la liberté de circulation. Est-ce que vous avez pu constater, notamment côté mer de Chine, quelques présences un petit peu particulières d'aéronefs de pays, voilà. Et on peut peut-être tout de suite passer à la... Tu parlais également de maintenance croisée. Est-ce que tu peux nous qualifier le taux de disponibilité de nos appareils Rafale A400M et puis le MRTT? Interopérabilité. Bon, forcément, il y a le côté diplomatie. Est-ce que des autorités aériennes de différents pays ont pu voler? J'ai cru voir Rafale biplace éventuellement dessus. Et est-ce que les pilotes français, peut-être, ont pu voler sur des appareils à cocardes différentes, notamment tu parlais des Sukhoi. Sur quel point la mission avec les Allemands, avec les Espagnols et donc les Français a pu apporter, disons, un plus sur le SCAF? Et puis la dernière, sur l'Australie, est-ce que et d'ailleurs dans le reste des missions, est-ce que l'armement était réel, à tir réel ou pas, et l'éventail de missions notamment sur Pitch Black? Un peu désolé pour toutes ces... Il y a beaucoup de questions, j'espère que tu as noté là. La première, s'agissant des interactions, ce qu'on a pu... non, nous, on n'a pas été confrontés à des interactions avec d'autres forces aériennes dans la région. En revanche, c'est vrai que le sujet de la liberté de navigation dans les espaces aériens internationaux est un vrai sujet. On a pu le constater lors de nos échanges avec nos partenaires. Et j'en veux pour exemple quelques jours ou semaines après notre départ, nos partenaires philippins ont eu des interactions dans la zone avec des forces aériennes étrangères. Donc c'est un vrai sujet, effectivement. La deuxième question concernait la disponibilité. Ouais. Alors nous avons eu une excellente disponibilité de nos matériels. L'ensemble des missions qui ont été planifiées lors des exercices ont pu être réalisées. On a eu un excellent taux de disponibilité. Il y a eu des dépannages qui ont été nécessaires. Je prendrais pour exemple un de nos Rafales qui avait une panne en Inde, et on a pu bénéficier, grâce à nos accords communs avec l'Inde, d'une pièce fournie par l'armée de l'air indienne pour le dépanner. Mais au global, sur l'ensemble de la mission, il n'y a pratiquement aucune mission qui a été annulée pour des raisons techniques lors des exercices, et les transits se sont déroulés de façon nominale conformément à la planification. Ensuite, la troisième. Dans la série diplomatie aérienne. Diplomatie, c'est le... Il y a eu des échanges de pilotes. Oui, attends, je reprends. Oui, bien sûr, ça fait partie des objectifs de la mission. Il y a bien sûr eu des échanges de pilotes durant les exercices, en particulier Pitch Black, Tarang Shakti. Nos pilotes ont pu voler sur Sukhoi 30 ou sur Tejas indien, par exemple. Lors de nos escales valorisées, nous avons fait voler également des pilotes des forces armées partenaires, que ce soit sur Rafale, sur A400M et sur MRTT. Donc ça, c'est vraiment un des objectifs, et on l'a bien rempli. Bien. Le SCAF, par quatrième point. Alors, le SCAF, effectivement, le fait de... Le SCAF peut paraître un objectif un petit peu incongru par rapport à ce déploiement. En revanche, ce qui était important pour nous, c'est de pouvoir travailler dès la phase de planification avec nos alliés espagnols et allemands, et rentrer dans le détail de telles projections, de mieux travailler ensemble sur des projections aussi lointaines, et capitaliser sur tout ce travail ensemble
pour alimenter les réflexions sur le SCAF. Ensuite, l'exercice que j'évoquais, Arctic Defender, était vraiment là aussi un exercice très intéressant qui nous a permis de capitaliser sur voilà, la guerre aérienne du futur, la haute intensité et quels seront nos besoins pour construire, définir de la meilleure façon le SCAF. Et la dernière, c'était armement à tir réel ou pas? Alors, nous n'avions pas d'armement à tir réel concernant les avions français. En revanche, par exemple, les Espagnols ont utilisé leur Typhoon sur le champ de tir en Alaska avec de l'armement réel. Mais nous, c'est un choix que nous avions fait. Et voilà, donc il n'y a pas eu de tir réel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour, mon général Franck-Alexandre RFI. Juste pendant le transit entre l'Alaska et le Japon, il n'y a pas eu d'interaction avec les Russes? Pas du tout? Non, nous étions dans l'espace international. Il n'y a pas eu d'interaction avec quelconque force aérienne étrangère. Nous avons pu, à l'arrivée au Japon, être rejoints par un dispositif à la fois de chasseurs F-2 japonais et de F-18 de l'US Navy américaine. Et voilà, c'est tout. Bonjour, mon général Éric Biégala, Radio France. Je voudrais revenir sur l'une de ces missions que vous avez résumée de la manière suivante: consolidation des points d'appui, en nommant 3, hein, les Émirats, la Malaisie et Singapour. Alors, pour ce qui est des Émirats, j'imagine que ce point d'appui, physiquement, c'est la base française qui existe depuis 2009, je crois, ou 2010, quelque chose comme ça. Quid des deux autres? Qu'est-ce que vous considérez être un point d'appui potentiel ou réel, notamment en Malaisie ou à Singapour? C'est simplement la disponibilité d'un aéroport, c'est pouvoir prépositionner, je sais pas quoi, du carburant, de l'armement? Je dirais que c'est la facilité avec laquelle on va pouvoir travailler avec les forces aériennes locales, que ce soit singapouriennes ou malaisiennes. Je rappelle que les Singapour dispose d'A330 MRTT, la Malaisie dispose d'A400M, et tout ça, ça facilite nos projections. Le cas échéant, s'il y a un besoin, on peut être appuyé par l'un ou l'autre des partenaires. Il y a une vraie connaissance réciproque qui est historique, je dirais, avec notre partenaire singapourien, hein, puisque ça fait des années et des années que nous travaillons ensemble. Donc forcément, les relations, elles sont fluides, nous connaissons très bien. Et donc le fait de faire escale dans un pays comme Singapour ou comme la Malaisie, que nous connaissons très bien, avec qui nous avons d'excellentes relations, forcément, ça facilite le déploiement, parce que, je dirais, nous sommes quelque part en terrain connu, ce qui est complètement différent si jamais si on devait faire escale sur un pays complètement nouveau, avec qui nous avons des relations beaucoup moins régulières. Et c'est là où on peut parler de points d'appui, dans la mesure où ces escales, elles sont facilitées parce qu'on se connaît très bien, parce qu'on dispose des mêmes matériels, et parce que voilà, la confiance est réciproque. Une dernière question éventuellement? Bonjour, Hélène Chachati, indépendante. On a bien compris la partie diplomatie aérienne. Vous avez brièvement évoqué alors peut-être une partie un petit peu plus sous-texte. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus éventuellement sur les pays sur lesquels vous aviez un focus particulier? Est-ce qu'il y a eu des visites d'industriels? Voilà. Alors, il y a forcément, hein, quand on se pose dans ces pays, les forces aériennes locales sont intéressées par les matériels dont on dispose. Il y a des échanges, il y a du retour d'expérience. Comme je le soulignais tout à l'heure, on a pu embarquer à bord de nos aéronefs des autorités locales, qu'elles soient politiques, militaires. Et donc forcément, ça peut participer en tout cas d'une meilleure compréhension de nos capacités. Et dans les échanges, ces forces aériennes locales, elles peuvent, je dirais, avoir une meilleure connaissance de nos matériels, des capacités qu'elles apportent, et sur l'ensemble du spectre des capacités. On a beaucoup de pays qui sont intéressés par des capacités en matière de ce qu'on appelle réponse à des crises humanitaires, à des catastrophes naturelles. Un avion comme l'A400M, on montre qu'il est parfaitement en mesure de répondre à ses besoins. Donc forcément, oui, ça participe. C'est aussi une vitrine de nos capacités, de nos savoir-faire nationaux et de nos matériels. Et nous allons passer maintenant
au point sur les opérations militaires françaises avec le colonel Guillaume Vernet, porte-parole de l'état-major. Merci Madame la Directrice. Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer ce point de situation avec Paris et les Jeux Olympiques, où même si on a tourné la page, c'est encore l'heure des bilans. Donc en appui des forces de sécurité intérieure, les armées ont contribué à la sécurisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, permettant aux millions de visiteurs, aux milliers d'athlètes et de personnalités politiques et publiques de participer à cet événement hors norme. En moyenne, au quotidien, c'est plus de 10 000 militaires qui ont participé à cette sécurisation, avec des pics qui ont pu aller jusqu'à 18 000 militaires engagés. Les aéronefs de l'armée de l'air et de l'espace ont, pour leur part, réalisé 750 heures de vol en 350 missions, réalisant 90 interceptions. Tandis que 17 bâtiments de la Marine nationale ont assuré au profit des JOP des dispositifs de protection et de sûreté maritime pendant 25 jours. La coordination interarmée, interministérielle et interalliée a permis de sécuriser efficacement les Jeux olympiques et paralympiques, garantissant un environnement sûr pour tous les participants. On passe maintenant à l'Europe avec un focus sur l'Alliance, puisque sur le flanc oriental de l'Alliance, aux côtés de leurs alliés, les militaires français s'engagent pour la sécurité collective. En Estonie, donc du 2 au 5 septembre, les spécialistes des transmissions français, anglais et estoniens ont mis à l'épreuve leur savoir-faire et leur capacité à agir de conserve lors de l'exercice COMEX 2. Cet exercice a démontré la cohérence globale de l'ensemble des systèmes déployés, ainsi que leur interopérabilité dans un environnement dégradé. COMEX 2 représente une opportunité précieuse pour remplir des objectifs tactiques et techniques communs, illustrant les capacités d'adaptation et de collaboration étroite dans les domaines particulièrement complexes. En Roumanie, maintenant, le bataillon multinational a lui aussi poursuivi sa préparation opérationnelle en parallèle de la relève de ses unités. Donc au moment où les militaires français s'entraînaient à la mise en œuvre d'explosifs ou en combat urbain aux côtés de leurs alliés roumains, polonais et portugais, les mouvements logistiques ont commencé. Le 5 septembre, un A330 MRTT Phoenix de l'armée de l'air et de l'espace s'est posé sur l'aéroport international de Brașov en Roumanie, avec à son bord 175 militaires français constituant le premier détachement de la mission Aigle 9. En outre, l'acheminement stratégique de matériel par voie ferrée entre la France et la Roumanie a été aussi organisé au cours de la semaine dernière. Donc le 7 septembre, l'élément de soutien national, ESN, a conduit le déchargement des véhicules de la 7e brigade blindée depuis des trains militaires. Ces opérations logistiques sont menées en étroite collaboration avec le soutien de la nation hôte, qui assure la sécurité et l'escorte de ces convois. La France est aussi engagée dans les airs en Roumanie dans le cadre des missions NATO Air Shielding. Donc le 5 septembre, le détachement Mamba, qui est situé à Capu Midia, et un A330 MRTT Phoenix de l'armée d'air et de l'espace ont participé à une mission Flexible Deterrence Option, FDO, de surveillance et de défense aérienne. Le A330 MRTT a notamment réalisé un aller-retour depuis la métropole afin de ravitailler les F-16 roumains et des F-18 espagnols mobilisés durant l'exercice. Ces missions réalisées sous commandement de l'OTAN démontrent le haut niveau de coopération unissant les armées de l'air alliées, engagées ensemble pour la sécurité collective. On passe maintenant à la zone atlantique où les activités opérationnelles se poursuivent avec le déploiement de plusieurs bâtiments de la Marine nationale dans la zone. Le 7 septembre, après avoir réalisé une escale à Portsmouth, au Royaume-Uni, le bâtiment de soutien et d'assistance de métropole, BSAM Rhône, a accosté à Arendal, en Norvège, dans le cadre de l'exercice OTAN Dynamic Monarch. Après avoir embarqué le module ROV, ROV ça signifie Remotely Operated Vehicle, du NSRS, donc le NATO Submarine Rescue System, le BSAM a mis en œuvre ce dispositif unique en son genre. Donc le ROV, c'est une composante clé du NSRS qui est mis à l'eau
en amont du sauvetage de sous-marins sinistrés pour collecter un maximum d'informations. Et à cette occasion, le Rhône a embarqué 6 techniciens anglais chargés du test et de la préparation du système. En outre, l'AFREM Aquitaine poursuit sa patrouille Narval en mer du Nord, en coopération avec le ravitailleur britannique Tide Surge. La frégate Lafayette, elle aussi déployée dans la zone, a poursuivi sa patrouille dans le cadre de Beluga 24.7 en direction de la mer Baltique. Enfin, au Portugal, en préparation de l'exercice REPMUS, donc c'est un acronyme qui signifie Robotic Experimentation and Prototyping Using Maritime Uncrewed Systems, donc un prototypage et expérimentation robotique à partir de vecteurs maritimes sans pilote. Et donc c'est un détachement de plongeurs démineurs mené par le groupe de plongeurs démineurs de l'Atlantique et le bâtiment base de plongeurs démineurs Acquéron qui ont rejoint la zone. Cet exercice autant annuel a pour objectif principal l'entraînement à la mise en œuvre de drones dans les 3 dimensions, sur la mer, sous la surface et dans les airs. On passe à la Bosnie-Herzégovine où du 23 août au 16 septembre, l'opération Altea menée par la force européenne EUFOR organise l'exercice annuel Quick Response. Cet exercice implique sur le théâtre des troupes de l'EUFOR provenant de 23 pays, dont la France, renforcées temporairement par des forces de réserve de l'Autriche, de la Hongrie, de la Roumanie et des forces internationales de maintien de la paix au Kosovo, la KFOR. Les forces en présence ont effectué avec succès la phase de déploiement et de reconnaissance des différentes zones d'action depuis le 7 septembre. Le détachement français a notamment coordonné les équipes d'instructeurs, appuyé les unités déployées et participé au dialogue avec les populations locales. Cet exercice illustre l'action quotidienne de l'Union européenne et des pays contributeurs qui œuvrent au sein de l'opération Altea au maintien d'un environnement sûr et sécurisé en appui des autorités bosniennes. On passe à la Méditerranée occidentale où du 2 au 4 septembre, la marine indienne et la marine nationale ont mené un entraînement conjoint au large de Toulon dans le cadre de l'exercice annuel Varuna 2024. Cet exercice a été l'occasion de mener des opérations dans les 3 dimensions, sous la mer, en surface et dans les airs. Il a été conduit par la frégate indienne Tabar et la FREM Provence, ainsi que le sous-marin nucléaire d'attaque Suffren, avec l'intervention de plusieurs aéronefs, donc un P-8 indien, 2 Atlantique 2, un NH-90 et un Dauphin. Pendant ces 3 jours, la Provence a accueilli à bord un officier de liaison indien, tandis que la Tabar embarquait elle aussi un officier français. Cet échange a offert l'opportunité pour ces nations de découvrir le fonctionnement des bâtiments à la mer et de fluidifier les opérations conduites. Mené chaque année depuis 2001, l'exercice aéromaritime Varuna s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale franco-indienne. La coopération militaire avec l'Inde, ça a été rappelé, repose sur des interactions régulières entre les armées françaises et indiennes. On passe au Proche et au Moyen-Orient, où sur mer comme sur terre, les armées françaises ont œuvré cette semaine encore pour la stabilité régionale en Méditerranée orientale. Donc, depuis le 4 août, une FREM patrouille, contribuant ainsi à la permanence de la présence française dans la région. Après une escale à Mersin, en Turquie, la frégate poursuit sa mission et se prépare désormais à conduire la 5e édition de l'exercice tactique quadripartite Eunomia 2024 au large de Chypre. Par ailleurs, du 2 au 4 septembre, les militaires des forces armées libanaises, les FAL, et du contingent français de la FINUL ont effectué un entraînement conjoint à Der Kifa au sein de l'emprise principale de la Force Commander Reserve, la FCR de la FINUL au Liban. Durant cette séquence, les militaires ont combiné la réalisation de gestes de premier secours en contexte opérationnel avec une sensibilisation aux mines, aux IED, Improvised Explosive Devices, aux UXO, qui sont les Unexploded Ordnances, ainsi qu'à la menace chimique. Ces entraînements conjoints permettent de faciliter le travail en commun entre les FAL et la FINUL, engagés ensemble pour la paix au sud Liban. Au Moyen-Orient, les Rafales de la base aérienne projetée au Levant ont poursuivi leur participation au sein de la coalition afin de lutter contre Daesh. Donc, du 29 au 5 septembre, ils ont effectué 14 sorties aériennes
pour un total de 69 heures de vol. Ces vols s'effectuent dans l'ensemble du spectre des missions aériennes, défense, surveillance de l'espace aérien, prise d'alerte pour appui aérien, close air support, et reconnaissance aérienne, menée au Moyen-Orient au profit de la coalition. Les unités françaises s'engagent par ailleurs pour la stabilité de la région en sécurisant les axes maritimes, notamment en mer Rouge. Déployée en mer Rouge depuis le 1er septembre, la frégate française a poursuivi ses missions d'accompagnement de navires de commerce sous le commandement d'Aspides. Dans ce cadre, les armées françaises participent activement à la sûreté maritime dans la zone pour faire respecter la liberté de navigation conformément au respect du droit international. Plus au sud maintenant à Djibouti, et depuis le mois de juin, la première compagnie du 5e régiment interarmé d'outre-mer, le 5e RIAOM, a multiplié les activités de préparation opérationnelle. Afin de parfaire sa capacité au combat amphibie, la première compagnie s'est notamment entraînée au débarquement des véhicules Serval, transportés par voie maritime sur les chalands de transport maritime de la base navale de Djibouti. Tout au long de ces phases d'exercice, les marsouins ont mené des manœuvres amphibies en milieu désertique, mettant en œuvre leur savoir-faire spécifique dans un environnement exigeant. En Afrique, les armées françaises s'engagent au quotidien auprès de leurs partenaires pour mener des actions de coopération adaptées aux besoins de chaque pays. Donc, en patrouille au Cap-Vert, dans le cadre de la mission Corimbe, le patrouilleur de haute mer commandant Ducoing a embarqué le 5 septembre 2 officiers de marine partenaire africaine. Ils participeront à l'ensemble de la mission à bord du bâtiment. Le commandant Ducoing mettra à profit la présence de ces 2 jeunes officiers en s'appuyant sur leur connaissance de l'environnement, déterminante pour cibler efficacement les trafiquants et les pêcheurs illicites. En République de Côte d'Ivoire, RCI, du 1er au 3 septembre, un plot chasse de 3 Mirage 2000D a effectué un déploiement temporaire sur la base aérienne ivoirienne de Bouaké. Durant 3 jours, plusieurs aéronefs ivoiriens et français, dont 3 Mirage 2000D français, un Fennec français et un Écureuil de RCI, ainsi que des avions de transport des 2 forces armées, ont effectué des vols conjoints. Les échanges entre pilotes et équipages ont été au cœur de ces activités. Ce déploiement temporaire permet d'appuyer la montée en puissance de l'armée de l'air ivoirienne. Et à cette occasion, le chef d'état-major de l'armée de l'air ivoirien et le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace français ont longuement échangé, démontrant la qualité de la relation unissant les 2 armées. On passe à l'Indo-Pacifique. Dans la nuit du 2 au 3 septembre, un hélicoptère Puma de la base aérienne 186 de Tontuta, dans les forces armées en Nouvelle-Calédonie, a effectué une évacuation sanitaire au profit d'une habitante de Koné qui venait d'accoucher. Sur très court préavis, l'équipage du Puma a récupéré une équipe médicale des urgences du Médipôle de Nouméa et s'est rendu sur Koné afin de médicaliser la jeune maman, ainsi que son nouveau-né. Ces derniers ont ensuite été transportés vers Nouméa en bonne santé. Engagés sur des missions d'urgence aux côtés du personnel soignant de Nouvelle-Calédonie, les FANC s'engagent en permanence pour la sécurité de la population. On passe à la FREMM Bretagne qui poursuit son déploiement dans la région Indo-Pacifique. Après avoir mené de nombreuses actions de coopération avec les marines riveraines, la Bretagne a fait escale à Kota Kinabalu, en Malaisie, du 4 au 8 septembre. Elle a participé à un exercice de lutte anti-sous-marine avec un sous-marin de la Royal Malaysian Navy, ainsi qu'à une séquence de lutte anti-aérienne en coopération avec la Royal Malaysian Air Force. Ces interactions témoignent de la capacité des 2 marines à mener ensemble des missions du haut du spectre. Par ailleurs, le patrouilleur Arago a quitté définitivement Papeete le 4 septembre. Après une dernière escale dans sa ville marraine, Nuku-Hiva, aux îles Marquises, l'Arago entame maintenant une patrouille de police des pêches qui le mènera jusqu'à Clipperton avant de quitter définitivement la zone Pacifique par le canal de Panama. À Madagascar, depuis le 2 septembre, le 2e régiment parachutiste d'infanterie de marine, 2e RPIMA, conduit avec son homologue malgache le 1er bataillon parachutiste, le 1er BAT-Para, une nouvelle action de coopération. Les actions de formation conjointe ont débuté à un rythme soutenu dans les domaines du sauvetage, du combat au corps à corps, du combat en localité comme en zone ouverte et au tir de précision. L'entraînement dans tous ces domaines permet aux soldats du 1er BAT-Para de préparer leurs engagements opérationnels futurs. Les 2 unités ont ainsi appris l'une de l'autre et renforcé les liens unissant les 2 armées.
Et on passe à la zone Antilles-Guyane où cette semaine, le BSAOM Dumont d'Urville a participé à l'exercice néerlandais Windward. À cette occasion, le bâtiment français a conduit une séquence amphibie de plageage sur l'île de Saba, île néerlandaise située au nord des Petites Antilles. À l'instar des exercices Antillex et Cyclonex réalisés par les forces armées aux Antilles, Windward est un exercice néerlandais visant à répondre à une catastrophe naturelle qui frapperait les Antilles néerlandaises, à savoir Saint-Martin, Bonaire, Saba, Curaçao et Saint-Eustache. La participation du Dumont d'Urville à cet exercice approfondit la coopération entre les FAA et les forces néerlandaises, démontrant leur capacité à agir ensemble face à une catastrophe naturelle. Et ceci conclut le point de situation. Je suis prêt à répondre à vos questions. Et bonjour Nicolas Barraud du Figaro. J'aurais 2 questions. La première sur les JO, dans le communiqué qui est sorti hier, il était mentionné 85 interpellations de télépilotes pour la plupart des touristes. Alors qui étaient les autres? Et la deuxième question sur le Liban. La semaine dernière déjà vous avez évoqué un exercice avec la FINUL. Est-ce qu'il y a une augmentation du rythme d'exercice avec le Liban dans la zone? Est-ce que vous pouvez un peu détailler le type de menace d'exercice que vous travaillez? Merci. Alors, donc effectivement, la précision sur les interceptions de télépilotes, c'est surtout pour préciser que il y a eu de nombreuses interceptions qui ont été réalisées. C'est essentiellement des gens qui ne connaissaient pas la réglementation. Donc, effectivement, il y avait des touristes. Ça ne cache pas le fait que des gens avaient des intentions malveillantes et ils ont aussi été interceptés. Je ne vais pas rentrer dans le détail où vous donnez les noms et les adresses, mais voilà, ça n'a pas été uniquement des touristes. C'est en ça que le communiqué était sorti. Pour ce qui est du Liban, alors le nombre d'interpellations, alors le nombre d'interceptions, vous l'avez donné. Ensuite, les interpellations judiciaires, il faudrait se tourner vers le ministère. Les drones malveillants que vous avez pu intercepter, il y en avait combien? En fait, dans le principe, un drone qui est intercepté sur une zone où il est interdit est considéré comme malveillant. Et puis après, je reviendrai avec vous avec le détail. Je note la question. Pour ce qui est au Liban, donc vous demandiez l'accélération du rythme des exercices dans le cadre de la FINUL, c'est ça? Donc, dans le cadre de la FINUL et la résolution 1701, il y a surtout une activité de surveillance et pour s'assurer que la résolution est bien respectée. Les activités qui sont faites en marche, c'est des activités de coopération qui sont essentiellement franco-libanaises. Là, la France répond à un besoin exprimé par les FAL. Aujourd'hui, les FAL, effectivement, se rapprochent de nous pour réaliser ces exercices et ça se fait dans le temps long. Et j'ai aucun doute sur le fait qu'il y en aura effectivement de plus en plus. La tendance se vérifie. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Alors, moi aussi, Éric Bégala, Radio France. J'ai moi aussi une petite série de questions, enfin 3. Je reviens sur ces 90 interceptions. Je me suis laissé dire qu'au moins l'une d'elles concernait du trafic de drogue par drone qui avait été intercepté durant les JO. Est-ce que vous pouvez confirmer? Première question. La deuxième concerne la Roumanie. Je voulais savoir quelles sont exactement les règles d'engagement du dispositif renforcement du flanc Est après le survol du territoire roumain par une bombe volante, enfin un drone kamikaze qui est porteur d'une charge pendant plusieurs dizaines de kilomètres et qui a finalement a priori fait explosion en Ukraine. Je ne cache pas qu'en Roumanie, évidemment, en ce moment, on se demande mais qu'est-ce que font nos pilotes? Qu'est-ce que font les systèmes antiaériens? On laisse des bombes volantes traverser tout le territoire, ça ne va pas. Donc, quelles sont vraiment les règles d'engagement? Et troisième question, rapport à la mission de la FREM Bretagne en Indo-Pacifique. Elle se trouve là dans une zone qui a été assez violemment contestée par les gardes-côtes chinois qui se sont disputés, ont fait plus que se disputer avec les Philippins pendant tout l'été. Il y a eu quelle est la mission de la FREM Bretagne? Est-ce qu'il s'agit aussi de contribuer à l'affirmation de la liberté de navigation dans cette zone qui est effectivement contestée? Voilà.
Merci. Donc la première question, interception. Donc comme je l'ai expliqué, les forces armées sont en appui des forces de sécurité intérieure. Donc ils répondent à ce titre et les interceptions ont été effectuées. Pour ce qui est de la nature, ensuite de l'activité qui se trouve derrière ça, c'est bien au ministère de l'Intérieur qu'il faut s'adresser, puisque nous ne sommes pas en contact. On n'a pas le comment dire, nous n'avons pas à connaître les suites judiciaires qui sont données. Donc, je vous invite à vous tourner vers le ministère de l'Intérieur. La Roumanie, donc pour chaque opération réelle, il y a effectivement un set de règles d'engagement qui sont connues par l'ensemble des militaires qui sont engagés, que ce soit sur terre, sur mer, dans les airs. Ces règles d'engagement sont très précises. Elles permettent de garantir l'exercice du droit et la responsabilité du commandement opérationnel. Ces règles d'engagement, comme vous vous en doutez, sont frappées du sceau du secret, puisque sinon, si ces règles d'engagement étaient connues, l'adversaire pourrait aller jusqu'à un certain seuil et se permettre de venir nous titiller. Donc, je n'évoquerai pas la réalité de ces règles d'engagement. Ce qui est certain, c'est que l'OTAN œuvre à la sécurité du flanc Est et à sa défense avec de manière la plus dissuasive possible. Et c'est bien la raison de la présence française et la présence de l'Alliance aussi en Roumanie. Donc pour la présence de la FREMM en Indo-PAC, effectivement, la Marine nationale française exerce sa liberté de navigation et fait exercer cherche à faire respecter le droit international sur toutes les mers du globe. Et sa présence dans la zone est effectivement aussi liée à ça. Pas d'interaction à remonter avec les marines chinoises, si c'est la question que vous me posiez. Je ferai pas de commentaires sur la nature. Je reviendrai vers vous avec des éléments plus précis. Eh bien, donc on va pouvoir, comme je vous l'ai promis au début de ce point presse, donc je vais céder la parole au général Goujon pour la présentation de la campagne de recrutement de l'armée de terre. Merci beaucoup, colonel, pour cet exposé. Et donc, général, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour, je suis le général Goujon, je dirige le recrutement de l'armée de terre depuis cet été. Je vais vous présenter notre nouvelle campagne de recrutement. Le CEMAT dans le Figaro, ce matin, on annonçait le lancement. Elle débute aujourd'hui, puis on va commencer par en voir les toutes premières images en avant-première. Armée de terre, peux-tu le faire? Alors pourquoi une nouvelle campagne? 3 raisons majeures. Bon, tout d'abord, notre précédente campagne était arrivée un peu au maximum de sa capacité de persuasion, ce qui est le lot de toute campagne après plusieurs années. Dans ce cas précis, elle a servi pendant 4 ans, ce qui est très long. C'était notre 11e campagne. Depuis l'annonce de la professionnalisation, nos premières campagnes s'étaient enchaînées très rapidement. Les toutes premières à un rythme quasi annuel. Les 3 dernières avaient duré 4 ans. Aucune, en tout cas, n'avait jamais dépassé cette durée. Donc, première raison. Deuxième raison, il fallait en préparant cette campagne qu'on se conforme à la réalité opérationnelle de l'armée de terre qui a beaucoup changé. On a réarticulé nos dispositifs militaires, on a basculé notre effort de l'Afrique vers l'Europe. Cela devait se refléter. La troisième raison d'une nouvelle campagne, c'est que l'armée de terre change. Elle change profondément, elle est d'ores et déjà très différente de l'armée de terre d'il y a 4 ou 5 ans. C'est une transformation globale, ressources humaines, équipements, mode d'action, doctrine. Voilà. On assiste à la montée en puissance de nouvelles capacités ou alors renforcement, voilà. Cyberdéfense, combat cyberélectronique, renseignement, drones, etc.
on fait évoluer nos métiers, du coup, assez lourdement. Et avec cette campagne, on a besoin de coller à cette réalité et de la montrer, puisque cela fait évoluer nos besoins en recrutement par rapport à notre armée de terre d'il y a 4 ans. Ce qui reste constant, en revanche, c'est notre volonté de représenter le quotidien du soldat. Cette campagne, elle met en scène, stricto sensu, de vrais soldats. Ce ne sont pas des acteurs, ce sont les soldats du régiment de marche du Tchad à Colmar. Voilà. Donc c'est un choix délibéré, comme à chaque campagne, de montrer nos hommes, nos femmes, voilà, et de ne pas faire appel à des acteurs. Elle montre les spécificités de l'armée de terre, ses métiers, ses spécialités, mais également des tranches de vie. Séances d'aguerrissement, séances de bivouac ou séances en mission, comme on vient de le voir. Alors, on a choisi un slogan, peux-tu le faire, voilà, qui a pour but de mettre au défi les jeunes Français. On les défie sur leur capacité à assumer un métier qui est hors du commun, et on utilisera ce message de mise au défi dans toutes nos prises de parole. Nous partons du principe qu'on a une jeunesse qui aime répondre aux défis qui lui sont proposés sous la forme de la question « peux-tu le faire ?» On les interpelle, on les amène à comprendre qu'ils ont la capacité de réaliser quelque chose qui est extraordinaire. On l'illustre par cette mise en place par hélicoptère, voilà, quelque chose d'assez peu commun. On l'illustre par un bivouac tactique. On peut l'illustrer aussi par une simple séance de sport, on le verra. On montre que ce sont autant d'occasions de vivre quelque chose de fondamentalement différent d'une vie classique. C'est une campagne qui va chercher à combattre un petit peu les idées reçues. L'aventure, c'est bien sûr la mission opérationnelle, hein, des soldats, des armes, des blindés, des hélicos. C'est aussi tout simplement la vie en collectivité, la vie au bivouac, le dépassement de soi. Concernant notre manière sur la forme de nous adresser à la jeunesse, le slogan cherche très clairement à instaurer un dialogue direct. On assume parfaitement le tutoiement, hein, qui est quelque chose qui peut paraître original. C'est une campagne qui questionne chacun sur sa capacité à assumer la singularité du métier des armes, qui met au défi tous nos jeunes Français sur leur aptitude physique, leur aptitude psychologique à revêtir le treillis. Changement. Allez, plus vite. Allez. Allez, donne-moi ta main. Ouais. Armée de terre, peux-tu le faire? Alors, comment on va s'y prendre pour refléter le thème « Peux-tu le faire ?» Dès demain, on lance une opération sur tout le territoire, le parcours détermination, qui se tiendra dans 5 villes de France. On se met au contact de notre jeunesse, on permet à nos jeunes de venir tester leurs capacités sur un parcours d'obstacles aux couleurs du nouveau treillis de l'armée de terre. D'ailleurs, venez à la Défense ce week-end. Avec un parcours qui mêle des épreuves physiques et de réflexion. Il y aura bien sûr des équipements, il y aura bien sûr des soldats, d'un petit peu toutes les spécialités pour compléter ce dispositif. Bon, outre ces événements de lancement, on accompagne cette campagne par une série d'outils numériques, un nouveau site internet bien sûr, qui s'approprie la nouvelle identité visuelle de la campagne. Il est d'ores et déjà en ligne, donc c'est parfaitement coordonné dès le début de ce point presse. Voilà, les nouvelles couleurs sont en place sur s'engager.fr. Et puis on va faire progressivement, ces prochains mois, évoluer ce site internet pour intégrer de nouvelles fonctionnalités. On va lancer également une application mobile ces prochains mois pour accompagner, pour motiver le candidat. On le guidera sur les différentes étapes de son parcours de recrutement, de la préparation aux entretiens avec un conseiller jusqu'à un système de coaching pour le préparer aux épreuves physiques. Voilà, je vais en terminer avec le dernier des 3 clips qui lancent la campagne. Vous les retrouverez sur les réseaux sociaux, vous les retrouverez dans les grands médias ces tout prochains jours. D'autres vont suivre ces prochains mois qui vont mettre en valeur d'autres spécificités de l'armée de terre, d'autres métiers, voilà, la cyberdéfense, la logistique, le combat des blindés, les transmissions,
Voilà, avec une campagne qui donc va vivre tout au long de l'année et au-delà. Armée de terre. Peux-tu le faire? Cette présentation est terminée. Si Merci on peut prendre beaucoup. quelques questions, je ne sais Oui, pas. bien sûr, merci beaucoup, Général. Jean Bexon, indépendant. Vous avez fait appel à une agence pour, avec quelle agence pour filmer? Et puis cette tendance au réalisme, en fait, elle est récente ou parce que je me souviens des spots dans les années 2010, on mettait beaucoup, on mettait des hélicoptères, des avions, etc. Et puis là, j'ai l'impression qu'on se retrouve autour de la simplicité d'un feu. Comment est-ce qu'on explique cette tendance? Ça vient d'une longue réflexion sur ce qui fait venir la jeunesse. En fait, la jeunesse, c'est une chose encourageante pour nous et toujours très attirée par le métier des armes. Elle est toujours très attirée par l'armée de terre. Et le moteur le plus profond, c'est le moteur de l'aventure. C'est les moteurs les plus profonds. C'est l'aventure, c'est l'accomplissement de soi. C'est le sens du métier, c'est la recherche d'une famille. Et du coup, le sujet n'est pas tant de montrer des équipements, de montrer à la limite même des métiers, que de montrer ce qu'est le métier de soldat, ce que c'est que d'être dans l'armée de terre. Donc, tout ce discours sur la fraternité, tout ce discours sur l'équité, tout ce discours sur le mérite, sur le dépassement de soi, etc., nous amène à une campagne qui est relativement simple et qui, comme je l'ai dit, en fait, va montrer que l'aventure, le changement de vie, c'est pas que partir en opération, c'est pas que utiliser des armes ou des équipements très particuliers. En fait, c'est vivre au quotidien une vie qui est profondément différente et qui répond à leurs aspirations les plus profondes. D'où ce style un peu différent de nos campagnes précédentes. Pour autant, on est toujours sur montrer nos soldats, là j'insiste, hein, des fantassins du régiment de marche du Tchad. Voilà. Et il y a quand même un petit changement. On a utilisé beaucoup ces dernières années sur la précédente campagne des images d'opération. Voilà. Et là, en fait, on a une difficulté, c'est que pour montrer cette vie quotidienne, montrer que la vie au quotidien, c'est une aventure en soi, en fait, on a besoin de tourner des séquences un peu spécifiques. Voilà. C'est ce qui explique cela. Bonjour mon général, Nicolas Kyoko du Journal du Dimanche. Pendant les Jeux Olympiques, vous avez mis en place des contrats courts, si je ne dis pas de bêtises, de 3 à 4 mois. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan de cette expérience et nous dire si, dans le futur, ce type de contrat assez court sera de nouveau mis en place? Alors, bilan très positif à tout point de vue. D'une part, parce que ça s'est très bien passé. Nos volontaires découvertes de l'armée de terre pour les JO, que ce soit pour les recruter, que ce soit pour les intégrer et les former, ou que ce soit en aval pour les employer, ça s'est très bien passé. Alors, ça s'est très bien passé des deux côtés, parce que ce soit en tant que recruteur, en tant que formateur ou en tant qu'employeur opérationnel d'un côté, ou que ce soit en tant que soldat de l'autre, en fait, le bilan est bon. Donc ça, c'est le premier point clé. Le deuxième point clé, c'est que moi, en tant que recruteur, pour le coup, S-Qualité, ça répond à un vrai besoin de notre jeunesse aujourd'hui, qui est le besoin de première expérience, qui est le besoin de coup d'essai. C'est-à-dire qu'on a toujours des jeunes qui viennent et qui signent pour 3 ans, pour 5 ans, pour 7 ans. Alors, ça existe toujours, et c'est d'ailleurs le gros du flux. Mais on a quand même, et ça c'est un des marqueurs de cette génération, ce besoin d'expérience courte et de coup d'essai. Et là, on a un outil qui instantanément a plu. Donc, pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. So what, on va voir, puisque précisément, on est en train de dresser le bilan de tout ça. On est en train de voir comment on peut passer de l'expérimentation à un dispositif à grande échelle. Mais il y a une certitude, c'est que là, on a quelque chose qui est vraiment intéressant, qui peut servir. On a plein de missions possibles pour des volontaires tous les ans, sur certaines périodes de l'année.
Voilà, donc on sait quoi faire de cet objet, on sait que ça répond à une attente de la jeunesse, donc on va y aller, on est juste en train de voir comment. Oui, Pierre-Julien, justement, un petit peu ensuite de ces propos, est-ce que cette campagne avec disons, un discours aménagé qui s'appuie plus presque sur l'homme, la femme appartenant, enfin, on va dire sous uniforme, est-ce que ça, en fait, répond un peu à, on va dire, à ce que les jeunes soldats, si on prend l'aspect fidélité, on va dire la fidélisation des armées n'est quand même pas vraiment là. Je crois que Nicolas, un de mes confrères, avait fait un papier dans lequel il citait on perd 1 an pratiquement sur 10 ans. C'était peut-être un peu, le chiffre n'était peut-être pas le bon, mais en tous les cas, on note effectivement que les jeunes ne restent finalement pas si longtemps dans l'armée. Or, vous en avez besoin. Et cette campagne là-dessus, est-ce que vous... Alors, il y a eu le plan, je crois, il y a eu un plan fidélisation lancé en mars dernier au Fort de Vincennes. Je crois que j'avais été faire un petit tour. 360 degrés, la Est. Alors bon, il est très récent, donc vous n'avez pas pu avoir peut-être déjà des retombées là-dessus. Mais est-ce que l'armée de terre, notamment l'armée de terre, puisque c'est elle la plus puissante au niveau des armées, enregistre toujours ce problème de fidélisation? Et donc, le recours à cette campagne un petit peu plus marquée, comme le disait un de mes confrères indépendants, vers l'homme que plutôt vers la machine. Alors, on n'a pas un problème de fidélisation, on a un défi de fidélisation. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que si la fidélisation est un sujet majeur pour tous, c'est que, en fait, c'est un enjeu pour demain. On a un enjeu de fidélisation. Enfin, moi, je n'ai pas vraiment de problème de fidélisation. Bon, je suis recruteur déjà, je vais essayer de rester dans mon segment, mais ça me paraît important de le préciser parce que la perception ne soit pas fausse. Avoir des carrières courtes, dans certains domaines, c'est bien. Que moi, pour les métiers de combattants, au contact, ne pas avoir des gens de 40 ans et plus, comme c'est le cas dans d'autres armées, c'est bien. Donc voilà, le turnover n'est pas une mauvaise chose. Voilà. En revanche, il a besoin d'être bien contrôlé. Premier enjeu. Puis le deuxième enjeu, c'est avoir une bonne maîtrise de la fidélisation, de manière à pouvoir être bien sur trajectoire de nos réalisations d'effectifs d'année en année. Donc, je n'ai pas de problème. Voilà. En revanche, clairement, j'ai un défi. Alors, ça permet de rejoindre la campagne. Cette campagne, elle parle évidemment à l'extérieur. C'est l'objectif premier. On cherche aussi une cohérence avec l'interne. C'est-à-dire que la cohérence des deux discours vers l'extérieur et vers l'intérieur, c'est fondamental dès qu'on pense communication, dès qu'on pense marketing. Donc là, ce que je dis vers l'intérieur, c'est toi, tu as pu le faire. Voilà. Toi, tu as pu le faire. Je reviens 2 secondes sur les quelques mots-clés dont je parlais tout à l'heure, l'équité, le mérite, le dépassement de soi, la fraternité. Ces mots-clés qui sont un peu l'ADN culturel de l'armée de terre. On les utilise beaucoup vers l'extérieur, on les a construits à partir de l'intérieur. Ça, ce sont des choses qu'on n'est pas allé chercher dans une agence de marketing. C'est des choses qu'on est allé trouver en parlant avec nos hommes, nos femmes, en service. Alors, pourquoi êtes-vous là? Qu'est-ce qui fait votre satisfaction, votre fierté de servir? Qu'est-ce qui vous fait rester? Alors, et c'est comme ça qu'on a construit notre compréhension de ce qu'était d'un côté notre image vers l'extérieur et ce qui était notre culture d'organisation vers l'intérieur. Oui, juste pour savoir sur quel type de métier vous êtes le plus en tension, sur quel type de métier vous cherchez le plus à recruter à l'heure actuelle? L'armée de terre, elle a une chance exceptionnelle, c'est que la jeunesse en France se bat pour être sur des postes de combattants. C'est une chance exceptionnelle parce que c'est quand même le gros du problème quand vous devez recruter pour une armée de terre professionnelle, que de remplir vos régiments de combat de mêlée, l'infanterie, la cavalerie, ou vos régiments d'artillerie, vos régiments de génie. Donc on a la chance d'avoir une jeunesse qui est très ardente, très appelée vers ces métiers-là, mais du coup moins vers des métiers plus techniques de soutien. Et c'est là qu'est mon défi. En particulier pour la population des sous-officiers et pour quelques métiers de militaires du rang.
Vous le verrez dans la campagne, on a des visuels sur des domaines, je crois qu'il n'y avait jamais eu de produits marketing sur ces sujets-là. Voilà. Vous verrez la guerre électronique pour évoquer tous les métiers du renseignement. Vous verrez les transmissions. Vous verrez bien sûr des mécanos. Voilà, ça, il y en avait déjà eu. Voilà, donc ce sont évidemment nos métiers en tension. L'enjeu pour nous étant de montrer à la jeunesse la possibilité de métier dans des filières, dans de telles filières auxquelles ils n'auraient pas nécessairement pensé. Voilà. Et le travail de marketing, évidemment, n'est pas suffisant. Il se complète d'un travail très important de partenariat noué avec l'enseignement supérieur, avec l'enseignement professionnel, d'un important travail de prospection, se faire connaître nos métiers, voilà, de manière à réaliser nos objectifs, ce que bon an mal an, on arrive à faire sur ces spécialités-là. Merci beaucoup pour cette présentation très stimulante. Et donc je vous dis à la semaine prochaine. Semaine prochaine, nous organisons un point presse qui sera délocalisé au musée de l'Armée à l'occasion des Journées européennes du patrimoine et également pour vous présenter le nouveau parcours du musée, les Invalides entre histoire et mémoire. Donc vous pourrez découvrir, parce qu'une visite privée sera également prévue, organisée à l'issue du point presse. Donc très bonne fin de semaine à tous et à la semaine prochaine.